Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, les marchés financiers se sont littéralement effondrés. On a perdu sur la bourse US, que la bourse US, 8 000 milliards de dollars depuis le début de l'année. Sur les cryptos, vous le savez, on a perdu 2 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que rien que si on prend la bourse américaine et les cryptos, c'est 10 000 milliards de dollars qui sont évaporés. Et c'est juste voilà, inédit dans l'histoire. Juste petite parenthèse, ce soir, je donne une grosse masterclass, donc 18h heure de Paris, 20h heure de Dubaï, sur tami.net/OMI. Ça va être vraiment du lourd. Je vais aborder les deux plus grands dangers qui menacent votre épargne. Je vais également revenir sur comment aujourd'hui il faut opérer, hein. Il faut savoir, et je vais en parler dans la vidéo d'aujourd'hui, que même certains des plus gros gérants de hedge funds au monde sont en train de se faire mais lessiver par les marchés. Est-ce qu'un particulier peut survivre dans ces conditions? Et les options hein, que moi j'utilise de plus en plus, que je vais utiliser et je vais considérer que ça va être une grosse partie des outils que je vais utiliser dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans un environnement où on risque d'avoir soit un crack du siècle, soit un marché qui fait du surplace, soit même une surprise. Parce que encore une fois, la volatilité n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Je pense que les options sont un outil qui nous offre une énorme flexibilité et c'est quelque chose sur lequel on va vraiment insister. Ça va être énorme. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a perdu 8 000 milliards de dollars sur les indices et 2 000 milliards de dollars sur les cryptos. Auparavant, on avait ce que l'on appelle le TINA. Vous vous en rappelez, le TINA, c'est quoi? C'est There is no alternative. TINA, il n'y a pas d'alternative. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Comment dirais-je, il n'y avait pas de possibilité, il y avait également des liquidités massives. On parlait déjà à l'époque du risque d'inflation et donc en fait la seule alternative, c'était d'investir massivement, notamment sur les grosses valeurs technologiques. Et rappelez-vous, l'année dernière, je vous ai beaucoup parlé de Apple. Je vous ai dit, quand Apple va commencer à se retourner, on va avoir un changement de paradigme. Et c'est vrai que l'année dernière, et même les dernières années, on était souvent, voilà, tout le monde parlait de Tina, tout le monde parlait de ce fameux Tina. Aujourd'hui, on parle de Tara. C'est-à-dire qu'il y a une alternative. Alors bien évidemment, c'est quoi l'alternative? Parce qu'on voit aujourd'hui que les obligations s'effondrent, que les actions s'effondrent, que l'or, bah, ça reste moyen, que les... Alors bien sûr, les gens qui adorent l'or... Comprenez un truc. Quand je tape sur les cryptos, les gens qui adorent les cryptos, ouais, Tammy, t'as rien compris. Quand je tape sur l'or, ouais, Tammy, en fait, moi, je m'en fiche. L'or, les cryptos, moi, en fait, je suis en mode, qu'est-ce qui va me permettre de protéger mon argent et qu'est-ce qui va me permettre de faire grossir mon capital. C'est vraiment mon focus. Je ne kiffe pas les obligations, je ne kiffe pas les actions, je ne kiffe pas l'or, je ne kiffe pas les cryptos, je ne kiffe aucun actif, je kiffe le process. Je kiffe le fait d'être dans le bon sens du marché. Je kiffe le fait de bien gérer efficacement mon argent et puis bien évidemment essayer d'apporter de la valeur à ma communauté. C'est ça ce que je kiffe. Le reste, je m'en fiche. Les gars qui m'expliquent que c'est la 7e merveille du monde ou la 10e merveille du monde, que ça va changer leur vie, que ceci, que cela, aujourd'hui, les faits sont têtus, hein. Et je l'ai vu dans ma vidéo récente sur le Bitcoin où les gens se sont excités, etc. La grande majorité, je dirais même tous ceux qui ont investi en 2021, sont en train de perdre de l'argent. Et beaucoup de gens vont me dire, oui, mais Tammy, t'exagères, c'est l'avenir. Ouais, c'est l'avenir, sauf que ça perd 50%. Super l'avenir. Non, moi, je suis très pragmatique. J'aime investir dans l'avenir quand c'est dans le bon moment. Et comprenez-moi bien. Je l'explique depuis des mois, je l'explique depuis des années. J'ai toujours gardé le même discours. J'ai pas changé de discours. J'ai pas retourné ma veste. D'accord? J'ai essayé de rester. Je ne suis pas parfait. Il m'arrive de dire des conneries. Il m'arrive de me tromper. Ça m'arrive. Comme tout le monde, personne n'est parfait. Mais j'estime que mon raisonnement était le bon quand en novembre, j'ai commencé à dire attention et commencé à tempérer, quand j'ai toujours dit OK, tu veux investir sur les cryptos? N'investis pas plus de 5%. C'est ce que j'étais pas là à vous dire allez-y, tu mets tout ton fric, tu y vas.
Rappelez-vous bien de ce que j'ai dit et de ce que la grande majorité des gens ont dit. Et mon discours était totalement différent. Maintenant, clairement, ces gens-là qui t'ont expliqué que c'était la septième merveille au monde, que c'était l'opportunité d'une vie et qui ont vendu à fond sur cette base, aujourd'hui vont te dire ouais, bah, c'est à cause de trucs machin, ou c'est à cause de la conjoncture, ou c'est à cause. Ouais, mais tu es en train de perdre de l'argent. D'accord? Et moi, clairement, mon raisonnement, c'était attention, ça pue. Attention, faites gaffe, etc. Ce qui ne veut pas dire que il faut pas se positionner. Au contraire, l'année dernière, il y a eu des moments où j'ai dit les cryptos vont monter. C'était en début d'année 2021. J'ai également les vidéos. Tout est quand en septembre 2021, on avait notre ami Michael Burry qui expliquait qu'il voulait vendre Tesla. J'ai dit publiquement, Burry est en train de faire une connerie. Et vous voyez, c'était par là. Et Burry nous disait, je suis short sur Tesla. Burry est sorti de sa position. Tesla est passé de 800 à 1300, c'est-à-dire que le titre a quand même grimpé de 61% quand même. Donc Burry, il a arrêté. Et j'ai eu des gens qui sont foutus de ma gueule. Ouais, mais voilà, il donne des conseils à Burry. Qui il est pour donner des conseils à Burry, blablabla. Je suis personne. Encore une fois, voilà, je suis à ma place. Je fais ce que je veux. Vous aimez mon travail, super. Vous n'aimez pas mon travail. Il y a plein de youtubeurs, il y a plein de gens dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'en fiche. C'est-à-dire, moi, je donne mon avis. Pouvez le partager, pouvez pas le partager. Mais j'ai dit, Burry est en train de faire une connerie. J'ai dit, c'est trop tôt pour shorter. J'ai dit, il aura un raison un jour. Mais même si on prend Tesla, eh ben, on est toujours autour des mêmes niveaux que l'année dernière. Vous voyez? Et bien sûr, Tesla, on ne peut pas dire que ce soit génial. Et clairement, Tesla, si ça casse des gros niveaux, par exemple ici, d'accord, le niveau des 620, c'est quand même une grosse zone de consolidation hein, qui a démarré en mai 2022, d'accord? Puis là, on a également, ouais, mai 2022. Donc, on voit que c'est quand même 2 mois de consolidation, d'accord? 2 mois de consolidation. Si ça casse par le bas, ça pue, voilà. Mais on aura clairement, voilà, un environnement de marché clairement vendeur. Donc, quand en septembre, je parlais de Burry et je disais, il fait une connerie, techniquement pour moi, c'était trop tôt. C'est encore une fois, c'est mes réflexes, c'est mon approche, d'accord? Et ça fait partie de la beauté des marchés. Tu peux avoir raison, tu peux avoir tort, mais à un certain moment, tu dois dire ce que tu penses et tu dois te mouiller et prendre des décisions. Sinon, tu fais rien. Et donc là, en l'occurrence, pour moi, Burry faisait une connerie, d'accord? Maintenant, il short Tesla et il short d'autres actions, super. Mais encore une fois, le timing est important, surtout pour un petit particulier. Burry, il s'en fiche, il a quand même beaucoup d'argent, il peut se tromper 1 fois, 2 fois, 3 fois, il s'en fiche. Parce que quand il aura raison, il va vraiment gagner le jackpot. Mais il est quand même expérimenté. Mais il y a beaucoup de particuliers, ils comprennent rien. Donc, ils y vont à fond, ils prennent des leviers de fou, et ils se font ratatiner en suivant des gens comme Burry. Donc, moi, mon but, c'est encore une fois de vous prévenir. Donc, en 2021, clairement, les actions étaient encore haussières. Moi, j'étais moi-même positionné à l'achat sur les actions. Et puis, on a eu novembre 2021 avec, rappelez-vous, la volatilité du pétrole. Et puis, décembre 2021, c'est à ce moment-là bien précis où j'ai dit, on rentre dans une ère de turbulence. Il y a cette fameuse vidéo que j'ai publiée le 14 décembre 2021, dans laquelle je parlais justement voilà, de la merde de tous les cracks, etc. Bon, elle a eu 256 000 vues, pas mal de commentaires. Et clairement, voilà, j'étais très, 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 très prudent par rapport à l'environnement et j'expliquais qu'on allait probablement avoir une année 2022 chaotique et qu'il fallait se protéger en ayant recours aux options. Et pourquoi? Je vais l'expliquer ce soir. Hein, tami.net/OMI. Il va y avoir pas mal d'études de cas. Ça va être génial. Mais OMI, tami.net/OMI. Ce soir, masterclass de fou. Et en fait, les options vont nous apporter un profil de risque sur mesure. Et c'est
clairement dans cet environnement de marché quelque chose qui est génial. Sauf que les options, ça fait peur, les gens ne comprennent pas, ne maîtrisent pas, même les professionnels ne les maîtrisent pas. On a des gérants qui ont suivi la partie sur options, des gens qui gèrent beaucoup d'argent, qui suivent notre formation. Et encore une fois, ils ont gagné beaucoup en 2021 et en 2022, ils se sont aperçus et là, ils ont rejoint le programme. Et clairement, le programme leur donne des clés pour faire face à ce danger, parce qu'on est dans une zone de danger sur les marchés. Donc Goldman Sachs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent voilà, qu'il y a un risque de retournement majeur de marché qui est précis. Alors bien sûr, Goldman Sachs, quand ils disent quelque chose, il faut toujours penser sans s'opposer. Mais moi, je ne suis pas tout le temps opposé. Par exemple, JP Morgan, début d'année, il disait le marché est haussier. Moi, j'étais baissier. D'accord. Et j'ai même dit à mes étudiants, attention, c'est très grave, c'est très dangereux. J'étais très, très prudent, très sur mes gardes. Mais JP Morgan, qui est quand même l'une des banques les plus prestigieuses, les plus puissantes au monde, disait, il faut être acheteur. Alors, il y a des gens parmi vous qui vont dire, ouais, mais il manipulait. Rien du tout, parce que, encore une fois, vous n'avez rien compris à la finance. Il y a beaucoup de gens, ils pensent que les banquiers sont super intelligents, Non, les gars, en fait, et je vais revenir avec ça. Ça, c'est un papier sur London School of Economics et vous avez, regardez ici, les hedge funds. La grande majorité des hedge funds ont perdu de l'argent en 2022. La grande majorité. Vous voyez ici, but environment has also led to the worst start of the year on record for hedge fund returns. C'est la pire année enregistrée pour les hedge funds. Les hedge funds, ce n'est pas des rigolos. C'est pas des neuneux. C'est les meilleurs, la crème de la crème de la crème. Eh bien, les gars, ils se sont fait ratatiner cette année. Donc, arrêtez de me dire, ouais, JP Morgan savait. Non, non, non. Personne ne savait. Maintenant, même moi, je ne savais pas. Mais mon sentiment, c'était que c'était dangereux cette année de se positionner à l'achat, qu'on était en phase de retournement. Et j'avais commencé à vous préparer psychologiquement avec cette fameuse vidéo. Certaines personnes m'ont dit, ouais, Tammy, ha, 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 tu fais peur, blablabla, blablabla. Ben oui, je fais peur. Ben, la pire année de l'histoire des hedge funds. La pire année, c'est cette année. Vous voyez? The worst start of the year on record for hedge fund returns. D'accord? Et donc, effectivement, voilà, les performances sont juste énormes, sont juste catastrophiques. Les fonds, ils étaient à fond sur vous voyez, sur les Tesla, sur les Apple, sur les Amazon, ils investissaient à fond. Là, maintenant, ils sont en train de vendre leur position. Et voilà, aujourd'hui, clairement, auparavant, on avait le TINA, maintenant, c'est le TARA, c'est-à-dire le TINA n'existe plus. Et tant qu'on est dans cette configuration d'inflation forte, de taux d'intérêt élevés, ben, le risque de correction va continuer. Et c'est ce que nous explique également Goldman Sachs. Et je suis d'accord avec ce point de vue. C'est tant que les obligations, d'accord, et les taux des obligations restent élevés, la bourse ne va pas se reprendre. Maintenant, si bond yields, les taux obligataires commencent à diminuer, c'est ça ce qui va limiter le risque sur les actions et qui va permettre effectivement d'avoir une relance de l'économie. Parce qu'encore une fois, c'est très simple. Quand on a une hausse des taux d'intérêt, ça mène à un ralentissement de la croissance. Et un ralentissement de la croissance, hausse du chômage et baisse des profits pour les entreprises. Et donc, baisse des actions en bourse. D'accord? C'est très, très simple comme raisonnement. Et encore une fois, la bourse, la finance, c'est pas super compliqué. Il faut juste comprendre la logique, comment ça se passe, et puis la psychologie. Donc ici, le problème, il est là. C'est tant que les taux d'intérêt sont élevés, la bourse est en danger et peut continuer à baisser parce que la hausse des taux d'intérêt va se répercuter sur l'économie réelle et donc l'économie réelle va également avoir un impact sur l'économie financière. Et vous voyez ici, le SP a perdu, donc c'est la pire performance depuis 1970, et le S&P 500 a perdu, donc les 500 plus grosses valeurs américaines, perdu 8 000 milliards de dollars de capitalisation, plus les 2 000 milliards sur les cryptos. Et vous voyez ici, 1970, ça c'était la plus grosse perte. Et puis, on a également ici une grosse perte. Et juste ici, j'ai envie de vous montrer un truc qui pour moi est important. Souvent, les investisseurs particuliers, on le sait, d'accord? Ils achètent sur les sommets et ils vendent sur les plus bas. C'est toujours la même chose. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, là, ils vont vendre,
d'accord? Ouais, ils vont vendre et souvent, ils vont acheter là, d'accord? Ils vont acheter là et puis juste après, on a un effondrement. Donc, ils vont toujours acheter en retard. Donc, vous voyez ici, en 2000, le marché baisse fortement, d'accord? Tout le monde va vendre ici et juste après, vous avez un rebond du marché. Regardez ici, 2008, le marché baisse et alors, bien sûr, ça met un peu de temps, mais après, le marché repart à la hausse. Donc, ils vont toujours vendre au pire moment et acheter au pire moment. Ils vont toujours acheter sur les plus hauts de marché. D'accord? Et donc, ici, on est en 2021. Ils ont probablement. Donc, ça, c'est le. Alors, c'est pour ça que ça ne ressemble pas vraiment au marché. Ça, c'est le premier semestre. D'accord? C'est worst first half. Donc, ça, c'est le premier semestre depuis 1970. OK? Mais les marchés ça aurait été différents. Mais on voit bien que le raisonnement est bon. D'accord? Après une forte baisse, on a toujours une forte hausse. Et c'est pour ça que ce crack, pour certains, c'est une catastrophe parce que certains se sont très mal positionnés. Pour d'autres, c'est peut-être une aubaine. Et je vais finir avec Chase Coleman, qui est l'un des plus gros gérants de hedge funds au monde. Il gère voilà, 20 milliards de dollars à la fin de 2021, donc c'est quand même des gros, gros montants. Et Chase Coleman, il a un fonds, donc un hedge fund qui baisse de 52% sur les 5 premiers mois. Et il a également un fonds action qui perd 61%. Alors Chase Coleman, c'est qui? C'est genre le ou l'un des meilleurs gérants de hedge funds des 20 dernières années. C'est quelqu'un qu'on qualifiait de star des hedge funds, de meilleur des meilleurs, de la crème de la crème. Donc quand la crème de la crème te perd 52% en 5 mois, sur le hedge fund, d'accord? Et 61% sur les actions, c'est chaud. Et là, vous voyez ici, on voit le hedge fund, d'accord? Et il a perdu 52%. Le long only fund, c'est-à-dire un fonds qui achète uniquement des actions, qui perd 62%. Alors, le private equity qui perd 9%. Et pourquoi le private equity perd 9%? Private equity, c'est le fait d'investir dans du non coté, dans des entreprises qui vont ensuite aller en bourse, etc. Et, ou alors, ou pas, hein, mais c'est un peu le but. Le but, c'est de faire partie des premiers investisseurs dans une boîte. Et en fait, on voit que c'est 9%. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le même marché. Là, c'est la bourse. Donc, on voit directement. Là, il n'y a pas encore de cotation officielle. Mais clairement, le venture capital va également s'effondrer si ça va suivre la bourse. Donc, on risque d'avoir effectivement des catastrophes. Mais pour le moment, voilà, ça se passe plutôt bien. Et on parle et c'est voilà, c'est un château de cartes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils me disent: «Tammy, je vais aller dans le venture capitalisme parce que c'est super, je vais investir dans des startups». Calme-toi. Si même en bourse avec des boîtes super costauds et cetera, de Chase Coleman, ils perdent 61%, crois-moi, ça va être plus compliqué avec, des boîtes qui n'existent pas encore, qui ne se sont pas encore développées. Donc soyez hyper prudents et très quantitatifs, d'accord? Ici, le venture capital, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, hem, donc effectivement pour les fonds qui ont démarré il y a 10 ans, 65% de la valeur créée, ce sont encore des paper gains, c'est-à-dire qui n'ont pas réalisé leurs gains. C'est sur le papier, voilà les gains. Mais c'est très grave, ça veut dire que si on a une vraie défiance, et on l'a vu avec ce que l'on appelle les SPAC. Les SPAC, c'est ce que l'on appelle Special Purpose Acquisition Companies. Ce sont des boîtes qui ont été créées, introduites en bourse, avec généralement des stars. On a Donald Trump, voilà, il y a des stars de la finance et on leur dit, voilà, on vous donne une carte blanche, allez acheter les meilleures boîtes ou alors, voilà, vous allez investir dans des boîtes qui vont s'introduire en bourse, etc. C'est un peu le principe des SPAC en résumé. Et les SPAC, avaient explosé à la hausse en 2021. Et je me rappelle que Warren Buffett disait, j'y crois pas dans ce truc. Et vous voyez ici Warren Buffett qui dénonce les SPAC et Robinhood durant le meeting. Et voilà, pour lui, effectivement, c'est pas quelque chose de positif. Et au final, voilà, regardez, euh, SPACs won't go on forever, but it's where the money is now and Wall Street goes where the money is. C'est toujours la même chose, les amis.
Toujours. En fait, c'est ça ce que vous ne comprenez pas. Je suis désolé, hein, je vais parler en général. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui le comprennent. Mais en fait, vous pensez que les gars de Wall Street sont super intelligents, sont super brillants, que JP Morgan, c'est des dieux de la finance. C'est bullshit. Warren Buffett, il est bon. Et regardez ses propos, et j'étais complètement d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'en 2021, on a eu une folie. Donc, Wall Street s'en fiche de vous. Il s'en fiche de moi. Wall Street veut gagner de l'argent. Donc, quand le SPAC, c'est le truc à la mode, youpi, on est avec vous. Quand il va y avoir un autre truc qui est à la mode, Wall Street va dire youpi. En fait, ils vont gagner du pognon. Et beaucoup de particuliers pensent que ouais, c'est des génies. Bien sûr que c'est des gens très intelligents, mais c'est des gens également qui ont une vision financière. Je veux gagner de l'argent rapidement et ils s'en fichent des conséquences pour leurs clients. Souvent, d'accord? On l'a vu, par exemple, avec les frais de gestion, avec Goldman Sachs, par exemple, il y a 20% de Goldman Sachs ou 25% de Goldman Sachs qui font mieux que les indices. Ça veut dire que la grande majorité des fonds de Goldman Sachs font moins bien que l'indice. Mais pourquoi ils ont autant de succès? Parce que les gens ne comprennent rien à la finance. Ils investissent dans Goldman Sachs, ils disent ouais, c'est super, c'est Goldman Sachs. Je suis investisseur chez Goldman Sachs. Et Goldman Sachs leur facture des commissions de fou. Et leurs performances sont moins bonnes que quelqu'un qui regarde ma chaîne YouTube, qui va se dire, OK, Tammy, j'ai compris, je vais acheter des ETF. Eh bien, ces gens qui investissent chez Goldman Sachs ont de moins bonnes performances que quelqu'un qui regarde ma chaîne YouTube et applique des principes très simples. Mais pourquoi ils ont du succès? Parce que les gens sont paresseux, même les millionnaires. Parce que Goldman Sachs va attirer des millionnaires. Mais ces millionnaires, ils se disent, ouais, bon, écoute, Goldman Sachs. Ouais, il y a private. Moi, récemment, je parlais avec un entrepreneur. Il me disait, ouais, Tammy, voilà, j'ai investi dans une grosse boîte très connue, très réputée. Ah, c'est super. Et en fait, c'était ça, c'était le prestige. Et moi, je le regardais, je disais, combien tu payes de frais? Combien est-ce que ça vaut le coup? Et ouais, mais j'ai pas regardé. Mais c'est vrai qu'il y a des frais. Et en fait, les gars, ils vont rien gagner, mais le prestige. Et ils vont se faire avoir bêtement. Et ce ne sont pas des cons. Le mec, c'est un entrepreneur. Il me dit, voilà, Tammy, moi, tous les jours, je suis dans l'avion. Tous les jours, voilà, j'ai des business meetings. Il voyage tout le temps. Il voit sa famille une fois par semaine. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que je vois ma famille tous les jours. Voilà, mais lui, voilà, il voyage tout le temps, etc. Il n'a pas le temps de s'occuper de son fric. Et c'est là où moi, je lui ai dit, forme-toi. Je lui ai dit, tu peux pas. Et il a gagné pas mal d'argent, il a quand même un gros patrimoine. Tu peux pas déléguer un truc aussi important alors que tu bosses comme un dingue. Et c'est ça le truc, c'est qu'il y a des gens, ils bossent comme des dingues. Ils se disent, ouais, mais bon, allez, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je vais pas investir mon argent. Et après, ils se font avoir. Et donc, Warren Buffett, la sagesse de Warren Buffett, c'est les SPAC ne vont pas durer. Et c'est ce qui se passe. Les SPAC aujourd'hui s'effondrent. On va aborder quelques SPAC. Regardez par exemple APPH. Ça avait été introduit par là à 10. C'est monté, regardez là la folie entre septembre 2020. Le truc, il est monté à 41. Et puis là, ça vaut 3,65. Un autre SPAC, AESE, ça valait 10. Ça vaut 1,42. Un autre, HOFV, ça valait 12. Ouais, 12. Ça vaut 0,5. C'est des SPAC. Et ça, c'est des gars très connus. Ça, c'est Hall of Fame and Entertainment Company. Vous avez également BuzzFeed, BZFD. Vous avez, mais en fait, c'est catastrophique. Ça valait 14, ça vaut 1,62. C'est pire que les cryptos, hein. C'est pire que les... Et ça vous montre encore une fois. Alors, j'ai parlé de Ponzi sur les cryptos. Et je me suis fait défoncer. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais c'était pas. J'ai pas envie de dire. Ouais, c'était pas correct de la part des gens qui ont écrit leurs commentaires. Pourquoi? Parce que le raisonnement, pour moi, est très simple. Pourquoi j'ai parlé de Ponzi? Pas pour taper sur. C'est la même chose que ce qui s'est passé sur les SPAC. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait miroiter aux gens des gains mirobolants. Les SPAC, pourquoi ça avait cartonné? Parce que les gens, ils se sont dit, waouh, je vais devenir super riche avec ce truc. Ça valait 14, ça vaut 1,62. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens se sont fait avoir. Et la grande majorité des gens ont acheté en 2021. Regardez ici, décembre
décembre, novembre 2021. C'est juste une catastrophe. Le truc, il a été divisé par 10. En novembre, tu achètes le truc, tu dis, allez, je mets 10 000 $, ou tu mets 100 000 $, 100 000 $. 6 mois après, tu te retrouves avec 10 000 $. Donc, c'est là où moi, je parle de Ponzi. Regardez, c'est quoi un Ponzi? C'est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Alors, bien sûr, ce n'est pas frauduleux. Bien sûr que c'est légal. Mais qui a financé les SPAC? Qui a financé la dernière hausse des cryptos? Parce que revenons sur les cryptos, très très important. Je le disais, en 2017, le Bitcoin, ça valait 320. En 2021, ça valait 1300 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on a eu une hausse de la valorisation boursière du Bitcoin de 1000 milliards de dollars en l'espace de 4 ans. D'accord? Maintenant, le gros de la hausse, c'est fait parce qu'on a eu quand même un gros, mais voilà, 1000 milliards de dollars en 4 ans. Et là, on est revenu sur 300 milliards. Et encore, le Bitcoin, c'est pas le pire. C'est pas la valeur qui s'est effondrée le plus. Mais qui a permis de valoriser ça à 1300 milliards de dollars? On est bien d'accord. Les derniers arrivés. À quel moment le gros des achats s'est fait sur le Bitcoin? 55% des gens ont investi pour la première fois sur le Bitcoin en 2021. 55%. Et la grande majorité des gens, en 2021, ont acheté le Bitcoin à 47 500 $. Donc, c'est un éternel recommencement. Alors, certaines personnes disent non, mais Tammy, c'est une bulle spéculative. Mais une bulle spéculative, c'est un Ponzi également. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de gens qui arrivent au même moment, qui achètent le système miraculeux, qui se disent le marché va exploser. Moi, je me souviens, en 2000, vous aviez des journaux très célèbres en France, couverture, ils disaient acheter Alcatel. C'est le moment d'acheter. Alcatel s'est effondré. Alcatel s'est effondré et les gens qui ont investi sur Alcatel ont tout perdu, juste pour info. Mais à l'époque, les journaux les plus sérieux nous disaient il faut acheter du Alcatel. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est effondré. Mais pourquoi ils disaient ça? Parce que en fait, derrière, il y avait une psychologie euphorique. Et c'était une arnaque. Et en fait, l'idée, c'est ça. C'est OK, c'est pas illégal. Personne n'empêche les gens de dire il faut acheter Alcatel. Personne n'empêche les journaux de. Même si en mars 2000, 99% des analystes financiers de Wall Street étaient acheteurs. Parce qu'à l'époque, un analyste financier qui disait oh, je suis vendeur, il était viré. Il était viré. Parce que tu ne pouvais pas être vendeur à ce moment-là bien précis. Et donc, tout le monde s'est fait avoir. Maintenant, bien évidemment, il y a eu des gens qui ont gagné les banques, ils gagnent toujours, il y a toujours les commissions, mais il y a également des gens qui ont tiré leur épingle. Mais ça reste une minorité. Et donc, sur les cryptos, c'est le même raisonnement. Donc, les gens qui me disent, ouais, Tammy, tu fais du crypto-bashing, tu détestes, ou Tammy, tu es toujours négatif. C'est absolument faux. Et je vous l'ai prouvé avec l'exemple de Michael Burry en septembre 2021. Mais je pense qu'en fait, il faut s'adapter. Il y a des moments où on va être haussier, il y a des moments où on va être baissier, il y a des moments où on va se dire, OK, le marché va se faire du surplace. Il faut s'adapter au contexte. Et la meilleure des choses, les amis, ce soir, participez à mon bootcamp, à ma masterclass, parce que ça va être énorme et je vais répondre à toutes vos questions. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Il y avait beaucoup de valeur dans cette vidéo. Voilà, et puis n'oubliez pas de liker, de partager. Je sais que parfois je suis un peu cash, d'accord? Je rentre dedans, je suis direct, mais clairement, j'en ai marre de voir des gens se faire avoir et tout. Maintenant, je ne vais pas empêcher ça. Je n'ai jamais empêché ça. Oui, il y a des personnes qui vont me dire ouais, Tammy, tu vends la peur pour vendre tes formations. Ok, très bien. Mais je vends, je pense, des choses solides. J'apporte des solutions concrètes. Maintenant, tout le monde va à un certain moment vendre. Toi qui es derrière la caméra, qui est en train de regarder, ou qui est derrière ton écran, tu vas vendre quelque chose, tu vas vendre ton temps.
tu vas vendre ton énergie, tu vas vendre, voilà, ton expertise, tu vas vendre tes années de travail. Tout le monde va vendre à un certain moment. Maintenant, clairement, il ne faut pas le considérer comme quelque chose de négatif si tu apportes vraiment de la valeur. Si tu vends de la merde, bah, si tu vends de la merde, d'accord? Mais si tu apportes de la valeur, il n'y a pas de souci. Je vois, hier, je suis tombé par hasard sur un documentaire qui montrait le joueur de tennis Gasquet, d'accord? Grand joueur de tennis français. Et en fait, il avait son gros, comment dirais-je, son gros, comment dirais-je, ou plutôt sa plus grosse déception, c'est qu'il n'a pas gagné voilà, de grands tournois, de grands chelems. Pourtant, il était septième joueur. Et il a dit, en fait, il y avait Nadal, il y avait Federer et il y avait Djoko. Et en fait, c'est un trio de tueurs de tennis et ils ont tout raflé, ces trois personnes. Et il disait, et il a parlé du mindset. Et il disait, c'est dommage, voilà, je suis joueur français. Il disait, je ne sais pas si voilà, les joueurs français auraient eu des résultats différents dans un autre pays. Alors bien sûr, c'est une excuse, on est d'accord. Mais il disait que le mindset, c'est-à-dire qu'en fait, on leur reprochait de ne pas être bon, de ne pas gagner, alors qu'en face, ils avaient probablement les meilleurs joueurs de tous les temps dans leur catégorie. Et c'est terrible parce que lui, en fait, on lui avait promis d'être le meilleur des meilleurs. Il avait un parcours, c'était un génie du tennis, et il n'a pas pu affronter ces gens-là. Et son livre a été préfacé par Nadal, et ça montre un peu la dureté de la chose. Et pourquoi je parle de ça, c'est que vous devez vraiment changer de mindset. Et beaucoup de gens, encore une fois, ont un mindset très orienté doute, très orienté c'est pas possible, c'est pas. Et quand quelqu'un essaie d'apporter de la valeur, non, j'y crois pas, ou ouais, c'est pas, il veut vendre un truc, etc. Et alors, si par exemple Nadal, etc., moi je sais pas, moi prenons les gars, les joueurs de foot, ils gagnent des fortunes. Récemment, je voyais un truc sur Ronaldo sur Facebook, et genre c'est Ronaldo qui disait je vais arrêter de jouer au Manchester United. Et il y avait plein de commentaires, plein. Mais Ronaldo, il gagne de l'argent comment? Parce qu'il y a plein de gens qui se disent waouh, j'adore, je vais regarder les matchs, je vais payer des t-shirts, je vais. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est de la valeur. Il y a des gens, ils adorent le foot. Ils adorent payer des fortunes pour regarder un match de foot. Ils vont se payer des t-shirts. Super. Moi, mon job, c'est l'éducation financière. Et je pense que c'est 10 000 fois mieux que de regarder un match de foot. Maintenant, c'est clair que ça va pas t'apporter les mêmes frissons, tu vas pas t'éclater autant, etc. Mais une éducation financière peut changer ta vie. Un match de foot ne va jamais changer ta vie. Il va peut-être t'apporter des sensations. Tu vas regarder la Coupe du Monde. Moi, je me souviens, j'avais regardé la Coupe du Monde. C'est super, c'est génial. Quand une équipe que tu aimes gagne, waouh, t'es aux anges. On est d'accord. Mais après, c'est bon, c'est fini. Par contre, l'éducation financière, tu investis aujourd'hui, mais c'est pour la vie. Et tu deviens acteur de ta propre vie. Et donc, moi, clairement, je suis hyper fier de ce que je fais. Et il y aura toujours des discours négatifs et je m'en fiche. Waouh, grosse vidéo, les amis. Je vous dis à tout à l'heure. On va s'éclater. Masterclass de folie. Ciao!